Go! 30 avril 1998, Madison Square Garden, New York. Les Knicks affrontent le Heat de Miami dans ce qui est alors un classique de la conférence Est. On joue les dernières secondes du Game 4. Avec 5 points d'avance, les locaux sont en passe de s'imposer. Dans une tentative désespérée de revenir au score, Tim Hardaway balance un Ave Maria. Manqué. Tout aurait pu s'arrêter là. Sauf que sous le panier, les esprits s'échauffent. Ni une ni deux, The Morning décoche une mandale à l'attention de Larry Johnson. Grand-mama ne se laisse pas faire et lui répond par un enchaînement aussi peu orthodoxe qu'inefficace. Aucun coup n'atteint sa cible. Doc Rivers commente. Heureusement pour eux que ce sont de très mauvais bagarreurs. De très mauvais bagarreurs, certes, mais tout de même 2 beaux bébés qui dépassent largement le quintal, donc difficile à séparer. Vous avez déjà essayé de vous interposer entre 2 semi-remorques au bord de la collision? Jeff Van Gundy, lui, oui. En tout cas, il a fait de son mieux. And Jeff Van Gundy is hanging on to the leg of Alonzo Mourning. And there's Jeff Van Gundy grabbing the leg of Alonzo Mourning, like a dog in heat. Pause. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi une simple bataille au rebond s'est transformée en bagarre de rue? Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière, à une époque où Mourning et Johnson n'étaient pas encore adversaires, mais coéquipiers. Au début des années 90, Charlotte est l'une des franchises les plus hype de toute la ligue. Difficile à imaginer, hein? Le succès des Hornets s'explique surtout par sa paire d'intérieur, son duo de déménageurs, Larry Johnson, 2m01 pour 115 kg, et Alonzo Mourning, 2m08 pour 118 kg. Forcément, 2 Golgoth pareils, ça prend de la place sur le parquet, dans le bus et à la cantine. Larry Johnson, c'est la machine à highlight, un habitué des top 10 qui, par bien des égards, rappelle Sir Charles dans ses jeunes années. Mourning, lui, est un pur produit de son époque, le prototype même du pivot des 90s, à la fois gros défenseur et scoreur prolifique. En 1993, ils découvrent les playoffs et cela dès leur première saison ensemble. Ils se payent même le luxe de sortir les Celtics de Kevin McHale et Robert Parrish. Une victoire de prestige plus qu'une réelle performance sportive, mais qui laisse entrevoir un avenir radieux du côté de la Caroline du Nord. Sauf qu'en coulisses, il y a déjà du rififi dans l'air. Entre Zo et Larry Johnson, on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Ils se tolèrent tout au plus. Sur le terrain, cela passe encore. C'est dans les vestiaires que le bas blesse. Pourvu d'ego aussi démesurés que leurs bras, aucun des deux ne supporte d'être dans l'ombre de l'autre. Partager la lumière, très peu pour eux. En interne, ils se livrent un combat de coq pour déterminer qui sera le visage de la franchise. Le mâle alpha de l'équipe. First pick de la QV 91, Larry Johnson part avec un net avantage. With the first pick, the Charlotte Hornets select Larry Johnson from University of Nevada, Las Vegas. Il ne manque d'ailleurs pas de se pavaner dans sa veste de rookie de l'année pour remettre son coéquipier à sa place. Lui qui n'a été drafté qu'en seconde position un an plus tard et a terminé deuxième dans la course au trophée Eddie Gottlieb. La faute à un certain Shaquille O'Neal. Encore un joueur avec lequel Mourning est en embrouille. Comme avec la moitié des big men de la ligue. And let's take a look here. Been a lot of little cheap shots from both guys tonight. Vous commencez à cerner le personnage. La relation entre Alonzo et Larry se détériore sérieusement à l'issue de leur premier run en play-off. La raison, une histoire de gros sous, évidemment. Lors de l'intersaison 93, Larry Johnson prolonge pour 12 ans à hauteur de 84 millions de dollars. Alors, le plus important contrat jamais signé en NBA. Dans l'idée, les Hornets sécurisent leur star sur le long terme. Dans les faits, ils viennent surtout de se tirer une balle dans le pied. Après s'en être mis plein les fouilles, Grand-Mama enchaîne les grosses blessures. Plus aussi athlétique, il est contraint de faire évoluer son jeu, notamment en améliorant son shoot
mais il ne parvient malheureusement pas à retrouver son rendement des débuts. Pendant ce temps, Mourning continue à se développer et prend véritablement les rênes de l'équipe. Une situation que le très fier Larry Johnson a du mal à accepter. Surtout que Zo n'hésite pas à le tacler publiquement. George Sheen, le très sulfureux propriétaire de la franchise, tente de le rassurer. Ce qui du coup déplaît fortement à Alonso. Bonne ambiance. À l'été 95, c'est au tour de Mourning de remplir son compte en banque. Sheen lui propose 111 millions sur 10 ans. Une belle offre, on ne va pas se mentir, sauf quand on a le boulard d'Alonso Mourning. Zo en veut plus. Il ne veut pas être l'un des, mais le joueur le mieux payé, comme l'a été Larry Johnson 2 ans auparavant. Et puis, il n'estime pas suffisante la différence entre leurs deux salaires. Donc, il refuse. À partir de là, 2 versions des faits s'opposent. Celle de Mourning, qui estime que les Hornets ont favorisé Larry Johnson, et celle de Sheen, qui raconte que le pivot voulait de toute façon quitter Charlotte pour un plus gros marché. Quoi qu'il en soit, Zo exporte ses talents à South Beach. Johnson, lui, est tradé aux Knicks 1 an plus tard. Maintenant séparés, la rivalité aurait pu prendre fin. Mais bien au contraire, elle va prendre un tournant encore plus féroce. À cette époque, le feuilleton qui passionne la ligue a pour décor la grosse pomme. En février 95, une nouvelle inattendue fait l'effet d'une bombe. Pat Riley, l'entraîneur qui a porté les Knicks jusqu'en finale NBA 1 an plus tôt, démissionne pour rejoindre Miami. Les supporters new-yorkais vivent son départ comme une trahison. En 4 saisons, Riley Langelino était devenu le Batman de Gotham. Le perdre, c'est presque abandonner l'espoir de revoir les Knicks au sommet de la chaîne alimentaire. La franchise avait pourtant bien essayé de le conserver, notamment en lui offrant un pont d'or. Mais Riley désirait plus que de l'argent. Il exigeait un contrôle total sur l'organisation. Un prix que seul le Heat était prêt à payer. It's my distinct pleasure and honor to introduce you to the new president and head coach of the Miami Heat, Pat Riley. I simply want to say thank you, and I really mean this from the bottom of my heart. Une fois en Floride, son premier move est de s'attacher les services d'Alonso Mourning. En faisant du pivot son socle défensif, il souhaite reproduire le schéma de ses précédentes équipes. Zo est ensuite rejoint par Tim Hardaway à la main. Miami devient une place forte de l'Est. Heat et Knicks se retrouvent en demi-finale de conf 97. L'échauffourée tourne au règlement de compte. Les 2 formations sont construites sur le même modèle, la mafia floridienne du parrain Riley contre le Gang of New York dirigé par son ancien capot, Jeff Van Gundy. 2 bandes de bad guys qui n'hésitent pas à faire parler les coudes en défense. Pour Mourning et Johnson, c'est l'heure de reprendre leur vieille rivalité. Sur le terrain cette fois, où ils se rendent dans l'art. Déjà en saison régulière, les ex-coéquipiers s'étaient salués par quelques caresses. En play-off, New York domine le début de série. Les Knicks mènent 3-1 quand une bagarre éclate en fin de match 5. This one's going to get really ugly. P.J. Brown tricked Charlie Ward up. The reason you threw Charlie Ward down and the Knicks guys are getting involved because he's the guy that they love on this team. Plusieurs cadres de la Big Apple, dont Larry Johnson, se voient alors sanctionnés d'1 match de suspension. Le Heat en profite pour revenir et finalement s'imposer. Cette décision controversée ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. De nombreux supporters new-yorkais soupçonnent Pat Riley d'avoir commandité l'attentat en envoyant son homme de main P.J. Brown en mission commando. Ils réclament vengeance. L'occasion leur est donnée 1 an plus tard, dès le premier tour des playoffs. À l'orée du Game 4, Miami n'est plus qu'à 1 victoire de la qualif. Orphelins de Patrick Ewing, les Knicks sont condamnés à l'exploit. En l'absence de The Beast, Larry Johnson est envoyé au charbon sur Alonso Mourning. Les anciens frelons se toisent. Des 2 côtés, on se touche, on se trash-talk abondamment. Chaque panier, chaque contre est célébré. Le temps n'a pas apaisé la rancœur qu'ils se portent, ni celle du Garden envers le traître Riley. La tension monte. Il suffirait d'une étincelle pour que la poudrière explose. Malgré leurs 7 cm d'écart, Grand Mama fait de son mieux pour contenir Zo. En attaque, il grappille plusieurs rebonds offensifs
sur la face de son ex-compère. Le 6e et dernier oblige Tim Hardaway à tenter l'impossible. Galvanisé par sa bonne performance, Larry Johnson se montre un peu trop tactile. Des mots doux sont échangés. Puis Mourning laisse exploser sa frustration. La bagarre éclate pour le plus grand plaisir du public new-yorkais. And fists are flying at the other end. Larry Johnson is one of them. Here we go. Oakley and Mourning have at each other. And both of those guys will not play in Game 5. I guarantee you that. Ces tricks entraînent la suspension de ces deux protagonistes. Sans Mourning pour le Game 5, Miami s'incline. Le scénario miroir de la saison précédente. La rivalité entre Knicks et Heat se poursuit encore 2 ans, portant le total à 4 séries de playoffs consécutives, toutes jouées au match décisif. Résultat final, 3 victoires à 1 en faveur de New York. Si chaque affrontement donnera lieu à son lot de moments iconiques, aucun n'atteindra l'intensité et la portée médiatique de ce fameux Game 5, le soir où la petite rivalité a volé la vedette à la grande. Zo et Larry Johnson auront encore quelques accrochages. Un petit coup de la corde à linge par-ci, une petite poussette par-là. Rien de bien méchant. Le quotidien des intérieurs rugueux des 90s. Une époque où on n'avait pas peur de mettre un peu de physicalité. Mourning et Johnson qui se taquinent un peu. Mais bon, du moment que ça va pas trop loin, que ça devient pas vulgaire et excessif, il faut pas que ça dégénère non plus. En parlant de ne pas avoir peur, revenons sur Jeff Van Gundy, la victime collatérale de la baston. Figurez-vous qu'en 2001, pour empêcher Marcus Camby de démarrer une bagarre, il n'hésitera pas à mettre son corps en opposition. Ce qui lui vaudra au passage de manger une baigne de la part de son propre joueur. All right, here's another look at it. Camby trying to get it. Furry took a roundhouse right and accidentally hit Van Gundy, apparently with his head. Looked to be a headbutt on the follow-through of the roundhouse right. See, Van Gundy saving him. Van Gundy sacrificing himself to try to save his player. Courageux le Jeff. Finalement, et si c'était lui, le héros de notre histoire ?